Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne droite, vue de haut. Liselotte Dutreuil. Pour cette vue de haut, chers auditeurs, je reçois donc ce matin Étienne Blanc, le sénateur des Républicains du Nord et donc rapporteur sur le narcotrafic. Bonjour monsieur le sénateur, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour madame. Alors on va parler de Darmanin plus spécifiquement ce matin puisqu'il s'illustre une nouvelle fois dans la presse en annonçant donc une fois de plus, en affichant sa volonté de lutter contre le trafic de drogue. Mais on va remonter un petit peu en arrière en 2024. Souvenez-vous, chers auditeurs, Gérald Darmanin annonçait déjà son plan Place Net XXL même dans certaines villes. C'était en mars 2024, une opération d'envergure pour lutter contre le trafic de drogue. Et pourtant, eh bien, ce dernier semble se porter mieux que jamais. Bruno Retailleau a annoncé ce lundi que 47 tonnes de cocaïne avaient été saisies sur les 11 premiers mois de l'année 2024, un chiffre record selon le ministre de l'Intérieur. Alors forcément, on s'étonne de tels résultats après tous les effets d'annonce justement de Gérald Darmanin ces dernières années. Monsieur le sénateur, est-ce que vous pourriez commencer justement par nous donner votre avis sur votre analyse sur ces chiffres annoncés par monsieur Retailleau, 47 tonnes de cocaïne sur les 11 premiers mois de l'année 2024, un record donc apparemment. Oui, vous savez que le Sénat a lancé une commission d'enquête sur le narcotrafic en France et ça a été une de nos premières conclusions. Et le chiffre d'affaires du narcotrafic en France, c'est un peu plus de 6 milliards d'euros et le résultat net de cette entreprise criminelle, il s'élève entre 3 milliards et 3 milliards et demi d'euros de résultat net. Ce sont des quantités de drogue qui sont absolument astronomiques dans le monde entier, que ce soit en Amérique du Sud sur la cocaïne ou en Afrique du Nord sur le cannabis. On a une augmentation des productions. Nous avons sur le territoire européen une augmentation très significative des consommateurs. Et tout cela combiné fait que les chiffres sont absolument abyssaux et colossaux. Alors justement, est-ce que c'est quand on entend monsieur Retailleau nous expliquer qu'il y a eu ces 47 tonnes de cocaïne saisies, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce qu'en fait, on a déployé des trésors d'ingénierie et puis des moyens de terrain qui nous permettent donc de saisir plus de cocaïne en circulation, ou bien est-ce que c'est aussi la preuve qu'il y a aussi de plus en plus de cocaïne en circulation? Alors, toute saisie est bonne à prendre. Toute saisie, ce sont des consommateurs qui ne consommeront pas ces produits toxiques. Mais il y a quelque chose qu'il faut dire pour prendre la mesure. Lorsque vous saisissez 40 tonnes, parfois dans le golfe de Guinée, on saisit des cargaisons avec 10 ou 15 tonnes, ou dans la mer des Caraïbes. Cela n'a aucune incidence sur le prix de la cocaïne et cela n'a aucune incidence sur les délais de livraison. Ça n'a aucune influence sur la consommation. Ça veut dire que les stocks, elles sont absolument gigantesques. Alors, saisir, c'est une bonne chose, mais il faut amplifier considérablement le montant de nos saisies. Il faut saisir plus. Et puis surtout, ce qu'il faut saisir, mais j'imagine qu'on en parlera dans quelques instants, c'est le produit du narcotrafic, cet argent sale qui aujourd'hui déferle sur l'Europe. Alors effectivement, on va en parler puisqu'aujourd'hui, le narcotrafic, c'est l'un des marchés illégaux les plus fructueux en France et en Europe et qui permet donc à ceux qui y participent de gagner énormément d'argent avec un minimum de risque et même lorsque les trafiquants sont épinglés et mis en prison, on va pouvoir en parler également, ça ne signifie pas nécessairement l'arrêt de ce trafic. Et là aussi, il y a un problème. Mais commençons par parler de cette différence entre le rapport gain-bénéfice et risque encouru par ces trafiquants. Oui, vous avez des chiffres. Quand vous investissez 1 euro en une cargaison, et vous le revendez 100 en Europe, et une fois que vous avez payé le transport, la surveillance, la livraison, la transformation, grosso modo, c'est x 50.
Donc c'est absolument gigantesque. En résultat, c'est mieux que tout placement financier que vous ne pourrez jamais trouver, que vous proposera évidemment votre banquier. Ce sont des sommes absolument colossales qui produisent des intérêts absolument colossaux. Donc le seul moyen de lutter contre cela, c'est évidemment de saisir le produit du narcotrafic. Et nous avons présenté avec mon collègue Jérôme Durin une proposition de loi avec toute une série de dispositifs pour lutter contre ce blanchiment, parce que nous pensons que le narcotrafic, il n'a de sens que pour produire des produits financiers. Le seul intérêt, c'est l'argent. Et à partir du moment où on tape au portefeuille, là, on peut obtenir des résultats importants. Qu'est-ce que l'on constate? On constate grosso modo que l'on saisit en France environ une centaine de millions d'euros qui proviennent de la criminalité organisée. Sur ces 100 millions d'euros, il y en a 40 ou 50 qui proviennent du trafic de drogue. Donc il faut mettre les chiffres en rapport. 6 milliards de chiffre d'affaires et grosso modo 40 à 50 millions d'euros de saisie, c'est évidemment absolument dérisoire. Donc il faut changer de dimension, il faut taper beaucoup plus fort, il faut aller beaucoup plus loin. On peut le faire en France, en Europe, mais il faut aussi aller saisir sur l'ensemble de la planète ces biens qui ont été mal acquis. Oui, alors parce qu'en fait, tout ceci, c'est possible. Vous disiez, vous aviez travaillé sur des propositions précises. Euh, les simples Français qui contemplent ça, on a souvent l'impression que cet argent sale de la drogue, c'est quelque chose d'assez insaisissable. En réalité, vous nous expliquez qu'il y a des moyens de pouvoir s'en emparer. Alors, c'est extrêmement difficile à saisir parce que vous avez de l'argent liquide, la drogue, elle s'achète en liquide. Cet argent liquide, il est transformé. Il est transformé en France, mais aussi à l'étranger. Récemment, le parquet de Paris a fait savoir qu'il avait fait tomber un réseau de blanchiment qui avait blanchi grosso modo 1 milliard d'euros. Je dis bien 1 milliard d'euros, des sommes absolument gigantesques. Cet argent blanchi, qu'est-ce qui devient? Ben, ce sont des appartements en France, mais aussi dans le monde entier. Ce sont des entreprises, ce sont des crypto-monnaies, ce sont des œuvres d'art, ce sont des objets de luxe, etc. À partir du moment où c'est blanchi, cet argent, il rentre dans le circuit légal. Vous avez des criminels qui ont acheté des entreprises. On l'avait vu en Italie avec la mafia. On a fait tomber un certain nombre de chefs mafieux qui étaient des chefs d'entreprise. Donc c'est un travail absolument gigantesque qu'il faut faire. Et moi, ce que je dis aujourd'hui à mes compatriotes, c'est qu'il faut prendre la mesure de cela. Parce que ces masses sont tellement colossales qu'elles permettent tout. Elles permettent de tuer, c'est ce qu'on voit à Marseille, c'est ce qu'on voit dans un certain nombre de villes de France. Elles permettent surtout de corrompre. Et on corrompt qui? On corrompt des agents publics. Donc on fragilise la puissance publique. On utilise souvent le terme de narco-État. C'est quoi un narco-État? C'est un État dans lequel les trafiquants de drogue ont une place et un pouvoir extrêmement important qui peut faire pression et qui peut influencer la puissance publique. Il peut même parfois se substituer à elle en faisant de l'entrisme dans un certain nombre d'administrations, dans l'institution judiciaire comme dans la police. Et l'événement qui s'est produit en Espagne, où un des hauts responsables de la police en charge de lutte contre le narcotrafic s'est vu faire l'objet d'une perquisition et on a retrouvé chez lui des sommes colossales cachées dans les murs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les narcotrafiquants peuvent corrompre au plus haut niveau de l'État. Voilà. Il faut maintenant que la France le comprenne, que l'Europe le comprenne, et que l'on change de braquet, pour employer un terme trivial, et que vraiment on mette les moyens pour lutter contre ce phénomène extrêmement dangereux pour l'avenir de notre société. On va parler de cette corruption qui sévit notamment dans les prisons et c'est probablement le sens des dernières déclarations de Gérald Darmanin sur le durcissement de ses conditions de rétention. Mais avant cela, encore lui, donc Gérald Darmanin, il expliquait vouloir rentrer en guerre contre la drogue. Il expliquait même que donc son approche de la lutte serait semblable à la bataille de Stalingrad. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Est-ce que on nous vendait à Stalingrad? Est-ce qu'on n'a pas eu Waterloo? Écoutez, évidemment, quand on fait de la politique, il faut porter jugement sur les résultats. Et c'est vrai que les résultats ne sont pas à la hauteur et que les gouvernements successifs ont subi des échecs majeurs. Mais quand on fait de la politique, il faut aussi juger les intentions. Parce qu'un ministre, il affiche des intentions et en face, il met les moyens qui sont les siens, qui sont à la disposition, les moyens juridiques, mais aussi les moyens matériels.
Et je dois reconnaître à Gérald Darmanin que, alors que je ne partage pas ses choix politiques, quand il a fait le choix du macronisme, et je dois lui reconnaître cette volonté. Quand il annonce, par exemple, qu'il va incarcérer dans des prisons spécialisées une centaine de narcotrafiquants du haut du spectre, ben je pense qu'il voit juste. J'espère simplement que s'il voit juste, il va faire juste et qu'il pourra y arriver, hein. Alors, il va se donner les moyens. Il va sans aucun doute déployer beaucoup d'énergie, on jugera au résultat. Mais le fait qu'un ministre aujourd'hui affiche cela comme une priorité absolue, qui prenne un certain nombre de décisions et qui les mette rapidement en œuvre, ces 100 trafiquants du haut du spectre seront encellulés dans le courant de l'été dans des centres de détention spécialisés. C'est une des propositions que nous avons faites dans notre rapport. Moi, je crois que c'est une très très bonne chose. Donc il faut saluer cette intention et puis après, il faudra juger les résultats. Ouais. Est-ce que vous avez la sensation que ça pourra avoir réellement de l'effet ou bien est-ce que la situation est tellement grave que justement le trafic va pouvoir continuer sans être particulièrement troublé de l'incarcération donc de ces délinquants, ces criminels du haut du panier? Je pense que ça aura de l'effet. Vous savez, aujourd'hui, ces délinquants du haut du spectre, ils sont dans des cellules, mais ils continuent leur business. Ils donnent des instructions. Parfois, ils commanditent des crimes, hein, et des crimes de sang. Donc, ils continuent à faire fonctionner leur entreprise. C'est ce que nous avons dit dans notre rapport, c'est que pour eux, l'encellulement, la prison, c'est une sorte d'accident du travail, hein. Ils vont faire 5, 6, 7, 8 ans de détention, mais quand ils sortent, ils auront une situation matérielle extrêmement confortable parce qu'ils ont stocké des sommes absolument gigantesques qu'ils ont blanchies. Donc c'est à cela qu'il faut s'attaquer. Et pour s'y attaquer, il ne faut pas qu'en même temps, du fond de sa cellule, un une tête de réseau, un chef d'entreprise de narcotrafic puisse continuer à cacher l'argent, à le faire disparaître. Aujourd'hui, l'argent est extrêmement mobile avec le système des crypto-monnaies, avec toute une série de dispositifs. Donc, si le narcotrafiquant du haut du spectre est aujourd'hui du fond de sa cellule à la tête d'une entreprise qui continue à fonctionner, ça n'a pas de sens. Il faut absolument interdire cela. Et le meilleur moyen, c'est l'encellulement, c'est le choix de personnel pénitentiaire absolument insoupçonnable. Ce sont des fouilles répétées. Ce sont des brouillages de la prison, ce sont des confiscations de téléphones, ce sont les contrôles des visites. Voilà, ce sont des dispositifs très très lourds. Il faut dire les choses comme elles sont, hein, très attentatoires aux libertés individuelles sur un certain nombre de sujets et sur un certain nombre de thématiques. Mais la France, elle doit faire le choix. Elle doit faire ce choix-là. Et c'est vrai que l'encellulement individuel, c'est quelque chose de lourd. Hein, et au regard des libertés et des standards d'engagement internationaux, ça mérite d'être pesé au trébuchet. Mais il faut faire comprendre aux magistrats que c'est absolument indispensable si on veut détruire ce système criminel qui, je le redis encore une fois, fait peser un risque majeur sur la France. Oui, on comprend la nécessité de ces mesures et on pourrait même dire que ce sont des mesures de bon sens. On ne découvre pas l'état de nos prisons qui sont des passoires qui n'empêchent généralement personne de communiquer avec l'extérieur, de continuer le trafic. Mais donc on s'étonne, pourquoi est-ce que Gérald Darmanin n'a pas pris ces dispositions-là avant? Est-ce que c'est parce que d'une certaine façon, renforcer la sécurité d'une prison, c'était moins impressionnant, ça faisait moins jaser la presse que d'arriver en grande pompe à Marseille en expliquant qu'on allait mener la guerre? Bah, d'abord, Gérald Darmanin, il était à l'intérieur, c'était pas lui qui avait la responsabilité des prisons, mais pourrait poser la question aux différents gardes des Sceaux qui sont succédés. Mm. Oui, il y a une tolérance insupportable dans les prisons. On a accepté de la corruption d'agents pénitentiaires. Il faut dire les choses comme elles sont. On a fermé les yeux. Hein, parce que ces téléphones, cette drogue, elle rentre pas comme ça. Il y a quand même des moyens de contrôler. Oui, il y a eu une dérive. Et il est temps de rattraper tout cela. D'abord, il est temps d'être extrêmement ferme et extrêmement dur avec les agents publics, que ce soit dans les collectivités territoriales ou au niveau de l'État, qui acceptent de la corruption. Mais il faut être absolument draconien. Vous savez, quand les centres névralgiques de l'État sont affaiblis par la corruption, c'est l'État lui-même qui est fragilisé. Donc il faut être extrêmement dur là-dessus. Et puis ensuite, il faut prendre des dispositions qui facilitent le travail de ces agents pénitentiaires. La tentation est grande. Disons les choses comme elles sont. Vous êtes agent pénitentiaire, vous gagnez 2000, 2500 euros au milieu de votre carrière. On va vous donner 50 000 euros en espèces ou vous offrir un voyage.
bien sûr que la tentation est grande. Donc, il va falloir mettre en place des contrôles sur la corruption et il va falloir mettre en place des contrôles drastiques dans un certain nombre de maisons d'arrêt pour que les auteurs d'activités criminelles puissent être contrôlés. Mais je vais très très loin en le disant, hein, c'est le jour et la nuit, et de manière à ce que l'on mette un terme à leurs activités criminelles. Pensez-vous que s'attaquer à ces gros trafiquants qui vont être isolés dans cette prison de haute sécurité, ça suffira? Ou bien est-ce que le petit trafic, les petits trafiquants qui, eux, vont continuer leurs affaires dans des prisons un peu moins strictes, pourraient continuer à nourrir, à alimenter de façon très significative, justement, le trafic de drogue? Et c'est un long cheminement. On a pris beaucoup de retard et eux ont pris beaucoup d'avance. Hein, Mm. ils ont pris des avances technologiques sur le brouillage de leur communication, le cryptage, pardon, de leur communication, et sur le repérage des moyens qui permettent de les suivre lorsqu'ils trafiquent et lorsqu'ils voyagent sur l'ensemble du territoire européen ou sur l'ensemble de la planète. Donc, ils ont des moyens colossaux. Vous savez, quand on a découvert dans l'Atlantique des sous-marins qui transportent de la cocaïne, ça permet de prendre la mesure de l'ampleur du phénomène. Donc, ils ont effectivement beaucoup d'avance. Donc, tout ce qui sera fait pour lutter contre les têtes de réseau, c'est important. Et puis ensuite, vous avez raison de le dire, il y a tous ces intermédiaires, hein, ceux qui font le chouf, qui surveillent, qui sifflent quand la police arrive sur un point de deal, ceux qui tiennent les points de deal, ceux qui récupèrent l'argent et qui le transportent. Une affaire vient d'être solutionnée, et on a trouvé un collecteur. Il y avait une estafette, enfin, il avait une camionnette, et il allait chercher dans toute la France des coupures, de l'argent en espèces, qu'ensuite il amenait à une nourrice qui les blanchissait. Donc, oui, il y a beaucoup d'intermédiaires sur lesquels il faut aussi aujourd'hui taper avec force. Et ça sera compliqué. On a pris beaucoup de retard. On a laissé faire pendant des années. On a été tolérant. Alors vous avez raison de dire ça sera compliqué, mais il est encore temps aujourd'hui de réagir et c'est le sens du rapport sénatorial. Mm. En décembre dernier, Gérald Darmanin annonçait aussi qu'il souhaitait demander au Parlement de voter une loi permettant de réaliser des tests de dépistage de drogue sur la voie publique. Est-ce que c'est pas une restriction, une atteinte en tout cas à la liberté du citoyen, de monsieur tout le monde, qui va devoir peut-être se soumettre à ces tests salivaires parce que justement l'État a échoué les années précédentes à gérer ce problème du narcotrafic? Alors, moi, je pense que le ministre a raison. Vous savez, on le dit souvent, si vous n'avez pas de receleurs, vous n'avez pas de voleurs. Mais si vous n'avez pas de consommateurs, vous avez moins de trafic. Et donc, tout ce qui permettra de lutter contre la consommation est bon à prendre. Et le test salivaire, c'est un moyen qui est un moyen très utile. Vous avez aujourd'hui des personnes qui consomment de la drogue sur la voie publique. Ils sont d'ailleurs parfois dangereux parce qu'ils prennent le volant, parce qu'ils se livrent sous l'effet de stupéfiants à des actes violents. Et donc le fait qu'il y ait ces contrôles, moi, ça ne me choque pas du tout, car tout ce qui permettra de lutter contre la consommation permettra de lutter contre le trafic. Est-ce que vous pensez qu'il faut organiser aussi des centres de consommation? On a beaucoup parlé des salles de shoot notamment qui seraient installées dans les villes pour permettre à ces consommateurs de drogue qui généralement sont quand même soumis à un certain nombre de pulsions et donc ne peuvent pas s'en libérer simplement. Et donc en attendant qu'ils puissent aller se diriger vers une démarche de désintoxication, en attendant on leur propose donc de consommer de la drogue dans des lieux dédiés et ça serait censé inspirer plus de sécurité, notamment aux simples citoyens. Effectivement, ça les empêcherait de croiser des toxicomanes dans la rue en rentrant de l'école avec leurs enfants. Malgré tout, ces points de deal doivent quand même être, ces points de salle de shoot doivent être installés quelque part et ça pose un certain nombre de problèmes. Alors moi, je ne suis pas favorable à des salles de shoot installées comme ça en ville et que ça devienne une activité comme les autres. En Mm. revanche, je ne suis pas opposé à ce que ces centres soient installés, mais à proximité d'un hôpital. Parce que, vous l'avez dit, les addictions, c'est quelque chose d'absolument terrible. Vous avez parfois des personnes qui veulent se sortir de la consommation de stupéfiants, mais qui n'y arrivent pas parce que c'est physique, parce qu'ils sont tombés dans une dépendance qui est une dépendance
qui leur interdit totalement toute volonté de se sortir d'un cycle infernal. Et là, c'est la médecine qui peut apporter une réponse. Donc le fait que des euh, consommations de produits stupéfiants et parfois de produits lourds puissent s'effectuer sous contrôle de la puissance publique, je crois que c'est une bonne chose, mais il faut le faire dans des centres hospitaliers. Il faut qu'il y ait cet accompagnement médical et cet accompagnement aussi social. Hein. Il ne faut pas rejeter ces procédures, mais il faut vraiment qu'elles soient très encadrées. Et pour moi, s'il n'y a pas de médecine, hein, s'il n'y a pas le soutien de psychologues, de psychiatres, de médecins spécialisés en addictologie, eh bien, ça n'est pas une bonne chose. Il faut vraiment que le système hospitalier soit au cœur de ces dispositifs. Mmh. À voir ensuite comment ça se traduit, enfin voilà, je pense aux les services hospitaliers, par exemple, accueillent aussi souvent des maternités. Avoir une maternité qui côtoie un service qui accompagnerait les toxicomanes, ça peut être, assez, inquiétant. Est-ce que vous pensez que les trafiquants de drogue ne trouveraient pas un moyen de, justement, renverser, l'idée initiale et de se servir, de ces points, de salles de shoot, même si c'est accompagné par des médecins, pour ensuite s'installer aux abords et faire prospérer plus que jamais leur trafic? C'est un vrai sujet. Je vais peut-être me permettre de sortir un peu de votre question. C'est la question de la légalisation du cannabis. Qu'est-ce qu'on a constaté dans un certain nombre de pays où on a légalisé le cannabis? On a constaté que ce sont les trafiquants qui s'emparent du marché légal parce qu'ils savent faire. Hein, ils savent produire, ils savent acheter, ils savent transformer. Donc, c'est le comble du comble. C'est que pour lutter contre eux, vous leur donnez le système légal, en fait, ça veut dire ça. Et pire encore, à côté du système légal, ils continuent leur trafic. Parce qu'en fait, ils produisent et ils poussent à la consommation sur des produits qui sont plus toxiques. Pour être clair, en matière de cannabis, ils augmentent les doses de THC. Et comme ils ne payent pas de taxes, c'est un produit qui est moins cher. Donc, en fait, ils s'emparent des deux réseaux, le réseau légal, et ils continuent à développer le réseau illégal. Et sur votre question, évidemment, il faut être extrêmement prudent. Il faut faire en sorte que lorsque on décide d'installer sous contrôle médical, je le redis, des centres qui permettent de fournir des produits toxiques et de fournir des drogues sous contrôle, il faut évidemment que ce soit isolé pour qu'il n'y ait pas d'intervention des narcotrafiquants. Mmh. On a une question d'une auditrice, en direct, monsieur le sénateur. Concernant la drogue, pourquoi ne parle-t-on jamais de prévention dans les écoles comme on le fait pour le tabac et cetera? Merci. C'est un vrai sujet. On sait que le tabac nuit aux poumons, on sait que l'alcool nuit au foie. La drogue, elle nuit au cerveau, elle détruit des neurones et on n'a pas de campagne de prévention dans les écoles à la dimension et à la hauteur du drame. Moi, je me souviens, je suis né en 1954, des campagnes qui se faisaient dans notre lycée parce qu'il y avait déjà de l'addiction au tabac. Et il y avait des campagnes très très puissantes, hein, des campagnes de désintoxication pendant 8 jours où des associations spécialisées s'adressaient aux lycéens pour les sevrer. Et Madame l'auditrice a 100 fois raison. On ne l'a pas fait en matière de stupéfiants. Donc il faut rattraper ce retard. Il faut que des associations de prévention puissent rentrer dans les collèges et dans les lycées. Il faut le faire dans les collèges, parce qu'il y a de plus en plus de collégiens qui fument du cannabis, on s'en est aperçu. Et il faut mettre en place des campagnes extrêmement puissantes. Il faut accompagner cela de campagnes sur les grands médias nationaux, dans la presse écrite, comme dans la presse audiovisuelle. Et puis surtout, vous savez, je pense qu'il faut changer de mentalité. Moi, j'ai été frappé. Je ne veux pas porter de jugement, je ne connais pas le dossier, et puis je n'ai pas à juger, je ne me le permettrai pas, mais dans cette affaire Palmade, comment est-ce qu'il a été présenté, Pierre Palmade, dans son procès? Ben, sur les grands médias, on disait c'est l'humoriste. Mmh. Voilà, c'était un humoriste qui était jugé. C'était pas l'auteur d'une infraction grave qui a commis un acte absolument irréparable. Et j'ai trouvé que ça traduisait une certaine tolérance, j'ai même dire une certaine bienveillance vis-à-vis d'actes de cette nature. Et je pense que la société aussi, il faut qu'elle change. Hein. Et pendant longtemps, on a vu sur nos écrans de cinéma ou de télévision des films souvent
d'origine anglo-saxonne, où on vantait les mérites des traders et des brokers à la City ou à Wall Street, qui se défonçaient, pour employer un terme adéquat, avec des produits stupéfiants extrêmement puissants, et on avait une sorte de fascination pour ce monde-là. Non, il ne faut pas avoir de fascination, il ne faut pas avoir d'admiration, il ne faut pas avoir de tolérance. Hein. Il faut rappeler que derrière, il y a des drames humains. Vous savez, il y a ce travail que nous avons fait de narcotrafic, puis derrière, il y a toutes ces interventions que nous avons reçues, de gens qui nous ont dit, mon fils, ma fille, sa vie est foutue. Foutue, ils ont 30 ans, ils ont 40 ans, ils sont tombés dedans quand il a 15-16 ans, ils ne s'en sortent pas. Et ils auraient envie de s'en sortir. Ces drames humains sont absolument terribles. Ce sont des vies brisées, ce sont des vies foutues. Donc je pense que c'est ça que les médias doivent porter. C'est ça que la culture doit porter. Hein. Et c'est ça, bien sûr, que le système scolaire doit aussi porter. Oui, un véritable changement de mentalité. Il nous reste Je crois. quelques minutes, donc j'avance dans les sujets. On peut aussi parler de tout l'enjeu en termes de numérique qui s'invite dans les soucis de trafic de drogue. Étienne Blanc, le ministre, donc Gérald Darmanin, avait à l'époque expliqué qu'il voulait mettre en place des cyberpatrouilles. Aujourd'hui, est-ce que la France est à la hauteur de cet enjeu du trafic de drogue en ligne? Non, sans doute pas. C'est ce que nous avons appelé dans notre rapport l'ubérisation du trafic. Alors, ça se traduit de différentes manières. D'abord, vous pouvez commander une pizza, et avec la pizza, on vous livre du cannabis ou de la cocaïne, et tout ça, vous pouvez le faire sur Uber. C'est livré avec un scooter qui vous amène ça à votre domicile. Vous avez aussi quelque chose qui est important. Vous avez des recrutements. Et vous avez une ubérisation du recrutement. Vous êtes sur une ligne, vous dites, écoutez, voilà, nous, on vous offre 200 euros par jour. Et à ce moment-là, vous mettez en ligne une prestation de service. Je disais tout à l'heure, cette personne qui a été arrêtée, alors qu'avec une camionnette, elle allait collecter l'argent liquide. Elle avait été recrutée sur Internet. Donc là, dans notre loi aussi, on a un dispositif de lutte contre ça. Puis il y a un dernier sujet sur l'ubérisation ou sur la dématérialisation, c'est l'affaire des crypto-monnaies. Ouais. C'est que cet argent sale, aujourd'hui, il circule à une vitesse folle dans le monde entier. Alors, on a des dispositifs d'intelligence artificielle qui permettent de repérer cet argent sale. Il faut des moyens colossaux et des moyens considérables. Si vous me permettez, c'est une question que vous ne m'avez pas posée, c'est la question des moyens, qu'en général, on nous pose toujours Ouais. dès qu'il y a un problème, il faut des moyens, et on a raison. Mais les moyens, ils sont là. Vous avez 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Allez, on n'en saisirait que 20%. Hein. Vous aurez 1,2 milliard d'euros à disposition des forces de police pour mettre en place des systèmes qui permettent de tracer, qui permettent de comprendre, qui permettent d'infiltrer, qui permettent d'aller chercher les repentis, qui permettent d'infiltrer les réseaux de narcotrafiquants. C'est simple, infiltration. Hein. Vous mettez une personne, vous la rémunérez en disant, là, tu nous dis tout. Ça veut dire ça, pour être clair. Mais on a les moyens. En revanche, il faut saisir. Il faut saisir beaucoup plus rapidement. Il faut confisquer beaucoup plus rapidement. Il faut que ce soit une priorité. Dans toutes les affaires, il faut que vous ayez Bercy avec des inspecteurs spécialisés dans la finance et qui soient à disposition des inspecteurs de police. Hein. Et c'est vraiment en mettant en place une politique puissante qu'on arrivera à réduire le phénomène. Et vous savez, ce que je vous dis là, c'est ce que disent des magistrats mexicains. C'est ce que vit le Mexique aujourd'hui. Hein. Quand on parle de narco-État, on cite souvent le Mexique, ce qui est parfois d'ailleurs un peu blessant pour ce pays qui fait des efforts considérables pour lutter contre le narcotrafic. C'est ce qu'ont dit les magistrats mexicains. Ils ont dit aux Français, faites attention, parce qu'à un moment, quand vous êtes dépassé, eh bien, vous n'arrivez plus à réduire le risque. Donc méfiez-vous. Ouais. Si on comprend bien, parce qu'il nous reste un peu plus d'une minute pour conclure, monsieur le sénateur, ce qu'il manque aujourd'hui à la France, même s'il y a certaines décisions qui sont prises de façon très ciblée et dont on peut se réjouir, ce qui manque, c'est plutôt une impulsion d'ensemble pour pouvoir déjà travailler sur tous les terrains, auprès des trafiquants, auprès des consommateurs, auprès de notre personnel pénitentiaire.
Et donc une vision intransigeante, ça doit être la politique du zéro tolérance aujourd'hui. Est-ce que vous avez bon espoir pour la suite, pour ce qui s'annonce pour cette année 2025 en ce qui concerne donc la lutte contre le narcotrafic? Bien sûr, j'ai bon espoir d'abord parce que notre rapport, il a été adopté à l'unanimité. Écologistes, socialistes, communistes, libéraux, centristes et républicains. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Et j'ai aussi bon espoir parce que nous avons aujourd'hui deux ministres, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, qui en font une priorité absolue pour la nation. Et puis j'ai bon espoir parce que dans le texte que nous allons présenter au Parlement, nous commençons par le Sénat le 28 janvier, nous traduisons ce rapport sénatorial en actes concrets. Oui, nous allons développer le système des repentis. Oui, nous allons mieux développer les infiltrés civils. Oui, nous allons mettre en place ce qu'on appelle une injonction pour ressources inexpliquées. Monsieur, vous avez un appartement à Dubaï, vous avez un appartement, une villa dans le Midi, vous avez une très belle voiture. Comment vous l'avez acheté? Vous ne pouvez pas le justifier, alors que c'est à vous de nous prouver que l'argent qui vous a permis de faire ces acquisitions est de l'argent propre. Vous ne pouvez pas, on confisque, on saisit, pardon, et puis ensuite on confisque. Donc, oui, moi j'ai bon espoir. Puis, vous savez, un pays, jamais rien n'est perdu. La politique, elle a du sens. Hein. La politique, c'est une question de volonté. Quand vous voulez, vous pouvez changer les choses. On va finir sur ces mots et puis finir sur une touche positive, c'est toujours agréable. Merci beaucoup Étienne Blanc d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône, rapporteur sur le narcotrafic. Donc on va continuer à suivre toute cette actualité de très près puisque de toute façon il y a toujours donc de nouveaux sujets à aborder en ce qui concerne ce narcotrafic et on vous recevra donc probablement très prochainement. Merci et donc à très bientôt Étienne Blanc.